robot hay là doctor Cho tôi đi tía. Con muốn làm cho tớ hiện đo học chi light. Quand je serai grand, je veux être un nageur. Ceci est un podcast réalisé par Action Éducation. Bonjour et bienvenue dans le podcast Incluse et Inclus, où nous allons échanger sur les obstacles liés à l'accès à l'éducation pour les enfants dans le monde. Alors ces obstacles, ils sont multiples et nous en aborderons 6 dans cette série. La question de la pauvreté, la malnutrition, la discrimination, les conflits, la fragilité des apprentissages et les migrations. Je m'appelle Mila Debert, je suis chargée de projet chez Action Éducation et je serai la présentatrice durant les 6 épisodes de ce nouveau podcast. À venir, des interviews exclusives de différents experts locaux et internationaux et surtout des témoignages précieux d'enfants à travers le monde qui nous parlent de leur réalité, de leur quotidien et des difficultés qu'ils rencontrent pour accéder à une éducation de qualité. Parce que l'éducation est partout, mais l'égalité est nulle part. Aujourd'hui, nous abordons un sujet très peu connu et pourtant capital, celui du lien entre l'éducation et la malnutrition. Malheureusement, il y a encore beaucoup d'enfants dans le monde qui n'ont pas accès à un repas dans la journée, souvent en raison du manque de ressources de leur famille ou de l'indisponibilité de la nourriture, c'est-à-dire d'une quantité non suffisante de nourriture pour l'ensemble de la population. On parle dans ce cas d'insécurité alimentaire. Ensuite, pour ceux qui ont la chance d'accéder à un repas, celui-ci est très souvent de mauvaise qualité. Il s'agit là de la malnutrition. En tout cas, dans les deux cas, cela affecte la santé des enfants et en conséquence leur capacité à apprendre. En effet, il existe une interdépendance très documentée entre l'éducation, la nutrition et la santé. D'après un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, dès 1950, on constate que, je cite, « les manques nutritionnels et une mauvaise santé des enfants en âge d'être scolarisés en primaire sont une des causes de faible scolarisation, d'absentéisme élevé, d'abandon précoce et de mauvais résultats scolaires. » Les carences nutritionnelles, que ce soit en fer, vitamine A ou iode, affectent l'assiduité, l'attention en classe et l'apprentissage. De plus, une bonne nutrition, une bonne santé et une bonne éducation sont non seulement des droits fondamentaux, mais aussi un investissement en termes de développement. Par exemple, des repas scolaires nutritifs augmentent le taux de scolarisation de 9% en moyenne et le taux de fréquentation de l'école de 8%. Est-ce que vous saviez d'ailleurs qu'un accès à la cantine et aux soins dans l'établissement scolaire incite les enfants à y venir et à y rester ? Alors pour cet épisode, je vous propose d'aller tout de suite au Vietnam, où la question de la malnutrition est centrale dans de nombreuses écoles. Partons d'abord à la rencontre de Dinh Tien Dat, qui est un petit garçon au Vietnam, dont les parents ont suivi un programme de cours de nutrition via son école. Je m'appelle Dinh Tien Dat et j'ai 8 ans. Il y a 3 personnes dans ma famille, mes parents et moi. J'habite à Son Phu Hamlet, dans la commune de Khao Son. La journée, je vais à l'école et mes parents vont au travail. Le matin, je me brosse les dents et je me lave le visage. Après, je vais à l'école et mes parents vont travailler. À midi, quand je reviens de l'école, je me change et je prends une douche pendant que mes parents préparent le déjeuner. Et nous mangeons tous ensemble. Après le déjeuner, je fais une sieste avec mes parents. L'après-midi, je retourne à l'école et mes parents retournent au travail. Après l'école, je joue un peu. Puis, je rentre à la maison et je prends une douche. Mes parents préparent le dîner et nous mangeons ensemble. Après le dîner, j'étudie un peu. À 21h, toute la famille va se coucher. Je vais à l'école primaire de Khao Son. Dans l'école, il y a un terrain de jeu et des tables où on s'assoit pour travailler. Il y a aussi une salle avec des ordinateurs et un endroit pour se laver les mains.
Mes amis m'aident à travailler et on joue ensemble. On joue au foot et à cache-cache tous les jours. J'aime beaucoup jouer avec mes amis. Mon endroit préféré à l'école, c'est le terrain de foot, parce qu'il y a de la place pour jouer au foot et à cache-cache. À la maison, on mange des côtes de porc, de la viande et des légumes. Je préfère les côtes de porc parce qu'elles sont douces. Elles ont du goût et c'est super bon. Les plats de ma maman sont meilleurs récemment parce qu'ils ont l'air meilleurs et qu'elle utilise plus d'épices. Elle a commencé à faire des œufs, de la viande hachée et des côtes de porc sucrées salées. Avant, ma maman faisait frire des œufs sans viande hachée. Maintenant, elle en ajoute et c'est très bon. J'aimerais que mes parents cuisinent quelque chose d'Alaska parce que j'ai vu des gens en manger à la télé et ça avait l'air super bon. J'ai déjà mangé chez d'autres gens ou au restaurant, mais je préfère manger à la maison parce que mes parents assaisonnent la nourriture très bien et que ça a l'air meilleur. Je veux que le projet d'Action Éducation continue à m'aider pour que je puisse aller à l'école tous les jours. Quand je serai grand, je veux être un nageur parce que nager est bon pour la santé. Je veux faire des compétitions et gagner des trophées. L'école, c'est un lieu privilégié pour améliorer la nutrition et favoriser le bon développement des enfants. Les enfants y sont à même de prendre de meilleures habitudes alimentaires et de les transmettre à leurs parents. Il est également possible d'organiser au sein des écoles des ateliers à destination des parents afin de leur donner des conseils sur l'alimentation des enfants, comme pour Dean. Pour en parler, on écoute tout de suite Wang, chef de projet pour Action Éducation. Bonjour Heong, vous êtes chef de projet chez Action Éducation. Est-ce que pour commencer, vous pourriez vous présenter et nous parler un peu de votre travail ? Je m'appelle Heung et je suis actuellement chef de projet pour le programme d'accès et de qualité de l'éducation. J'ai commencé à travailler pour Action Éducation Vietnam en 2019. Avec le soutien d'Action Éducation, je peux voir les changements dans les familles, dans leur prise de conscience et leurs pratiques en matière de soins et d'éducation de leurs enfants. Ce que je chéris le plus dans mon travail, c'est de pouvoir améliorer la vie des groupes vulnérables d'une manière qui soit meilleure pour eux. Et du coup, avec quel type de famille est-ce que vous travaillez au quotidien ? Le programme d'accès et de qualité de l'éducation est mis en œuvre dans 3 communes défavorisées du district de Da Bac, dans la province de Hoa Binh, l'un des districts les plus pauvres du Vietnam. Notre objectif est d'améliorer la qualité de l'éducation de base et de l'éducation inclusive pour les enfants en situation difficile. Nous travaillons donc avec des familles issues de minorités ethniques, notamment les Hmong, les Dao, les Muong et les Thaï de la province de Hoa Binh. Il s'agit de familles pauvres dont la plupart des parents n'ont pas terminé l'enseignement secondaire. De nombreuses filles de ces familles abandonnent l'école vers la 7e ou la 8e année pour se marier selon la coutume des mariages précoces ou pour aider leur famille à gagner leur vie. Les enfants en âge d'aller à l'école maternelle et primaire ne bénéficient pas de soins nutritionnels appropriés, ce qui se traduit par un taux élevé d'insuffisance pondérale et de retard de croissance. Et du coup, quels sont les problèmes en termes de nutrition au Vietnam et à quelles difficultés sont confrontées les familles ? Actuellement, le Vietnam est confronté à un problème nutritionnel crucial, notamment à des retards de croissance, du surpoids, à l'obésité, ainsi qu'à des carences en micronutriments, surtout dans les zones défavorisées comme les régions peuplées de minorités ethniques. Pendant la mise en œuvre de notre projet, nous avons remarqué que les parents accordent peu d'attention à l'état nutritionnel de leurs enfants. Ils ne surveillent pas la taille et le poids de leurs enfants.
La plupart des parents ne connaissent pas les différents groupes de nutriments ou micronutriments. Ils ne savent pas comment équilibrer ces nutriments dans les repas de leurs enfants. Si un enfant aime un aliment particulier, les parents peuvent lui en donner beaucoup et souvent, alors que si un enfant n'aime pas quelque chose, c'est possible qu'il ne le cuisine pas du tout. Par exemple, si un enfant aime manger du tofu ou des œufs, les parents peuvent préparer ces plats fréquemment plusieurs fois par semaine. En revanche, si un enfant n'aime pas les légumes ou les fruits, il se peut que les parents ne l'encouragent pas à en manger. Et dans ces familles, les repas sont souvent préparés de manière très simple, la plupart du temps bouillis ou mijotés et rarement sautés ou frits. Pour toutes ces raisons, le taux d'insuffisance pondérale et de retard de croissance chez les enfants d'âge préscolaire dans les zones du projet est assez élevé, environ 18%. Et du coup, quel programme est-ce que vous avez mis en place, qui y participe et quelles solutions surtout ça a pu apporter ? Action Éducation Vietnam a commencé à mettre en œuvre le modèle d'éducation nutritionnelle communautaire dans le cadre du programme Nos Enfants en 2021 dans la commune de Khao Sung, district de Da Bac, province de Hoa Binh. Dans la communauté, on a sélectionné 45 ménages pour piloter le projet. Nous avons organisé des sessions de formation pour ces familles sur la nutrition de base des enfants, la sécurité alimentaire et l'hygiène, l'équilibre des repas pour les enfants et la façon de préparer des plats nutritifs en utilisant les ingrédients disponibles localement. Nous leur avons également versé une petite allocation mensuelle pour les aider à appliquer les pratiques nutritionnelles qu'ils ont apprises dans leur propre foyer. Et nous avons aussi collaboré avec l'Union des femmes de la commune pour organiser des cours de cuisine et des activités d'éducation des parents au niveau du village pour promouvoir de bonnes pratiques nutritionnelles dans l'ensemble de la communauté. Dans les écoles, nous avons soutenu des programmes de repas pour les enfants d'âge préscolaire issus de ménages pauvres et fourni aussi du matériel de cuisine aux écoles primaires afin de faciliter la préparation des repas pour les enfants. Et est-ce que vous avez pu voir des résultats ou des améliorations grâce à ce programme ? Selon les rapports locaux et grâce à nos activités de suivi et de soutien, nous avons observé des changements dans la façon dont les ménages préparent et incorporent les nutriments dans leur repas quotidien. Les familles sont désormais plus attentives à fournir des nutriments adéquats à leurs enfants. Par exemple, une mère de Chung Sangbo, dans la commune de Kasun, nous a confié qu'elle avait appris à utiliser les aliments disponibles localement, comme des crabes, les escargots des cours d'eau, ou encore les légumes de la forêt et du potager, justement pour s'assurer que les repas de sa famille soient bien nutritifs. Elle varie aussi fréquemment les plats et les méthodes de cuisson, en utilisant une variété d'épices pour rendre les aliments plus savoureux. Grâce à ces changements, elle a remarqué que ses deux enfants mangent plus, apprécient davantage la cuisine de leur mère et ont une alimentation plus diversifiée. Après 3 ans de mise en œuvre du modèle, le nombre de familles adoptant des repas nutritifs a augmenté. La première année, nous n'avions que 45 ménages, mais ils sont aujourd'hui près de 200. C'est un signe très positif car cela montre que les interventions du projet ont répondu aux besoins de la communauté et ont contribué à améliorer l'état nutritionnel des enfants dans la zone du projet. Le programme géré par Hwang a donc grandement aidé à sensibiliser les parents sur l'importance de la nutrition pour leurs enfants. Par exemple, Sati Bien, mère de famille. Bonjour, je m'appelle Sati Bien. En ce moment, il y a 3 personnes dans ma famille. Moi, mon mari et notre fils. Mon fils est en 3e année de primaire cette année, donc il a 8 ans. Aujourd'hui, je suis une femme au foyer et mon mari travaille en tant que mécanicien pas loin de chez nous. Il fabrique des portes et il vend des tôles de toiture. Je pense qu'envoyer mon enfant à l'école est très important. En allant à l'école, mon enfant peut apprendre beaucoup, interagir avec les autres, développer des compétences de vie et avoir un meilleur futur.
Depuis que j'ai reçu le soutien d'Action Éducation, j'ai remarqué une amélioration significative de nos repas. J'ai participé à des classes de cuisine nutritive. Avant, on cuisinait en fonction de ce qui était disponible localement. Mais maintenant, grâce aux sessions de formation et à l'expérience pratique des repas nutritifs, nous avons appris à préparer des plats délicieux et plus équilibrés, ce qui a grandement amélioré nos repas familiaux. Mon fils est devenu moins timide et plus actif parce qu'il a pu participer à des activités à l'école grâce au soutien d'Action Éducation. J'ai remarqué que les élèves ont reçu beaucoup de soutien en termes d'infrastructures, comme des ordinateurs et une bibliothèque. Par exemple, une station de lavage des mains a été construite et les élèves ont pu participer à des activités de club. L'école est désormais plus spacieuse, plus propre et plus belle. Grâce aux efforts de communication du projet, les familles du village sont devenues plus attentives à la nutrition, en particulier celles des enfants. Mon enfant a acquis de meilleures aptitudes à la vie quotidienne et a pu participer à des activités extrascolaires. Quant à notre famille, nous avons reçu un soutien financier pour mettre en place des repas nutritifs à la maison. Et Action Éducation nous a offert une formation sur la nutrition et la façon de préparer des repas plus équilibrés. J'espère qu'Action Éducation apportera un soutien supplémentaire à d'autres familles de notre village, leur permettant de préparer des repas nutritifs afin que les enfants aient une meilleure chance de se développer pleinement. De nombreux enfants de notre région souffrent encore de malnutrition. J'espère que mon enfant et les autres enfants de notre village pourront s'épanouir pleinement, tant physiquement que mentalement. Je souhaite qu'ils aient la possibilité de faire des études supérieures afin d'avoir un meilleur avenir et de ne pas avoir à travailler aussi dur que leurs parents. Pour la fin de cet épisode, on va maintenant se tourner vers Philippe Chalmin pour évoquer, au-delà du Vietnam, l'état de la malnutrition dans le monde, ses causes et ses effets. Bonjour Philippe Chalmin, vous êtes économiste, spécialiste en marché des matières premières et professeur à l'université Paris-Dauphine. Alors on vient d'écouter ces témoignages de parents et d'enseignants dans le cadre de programmes de nutrition au Vietnam qui peuvent aider à augmenter la production alimentaire locale et la disponibilité d'aliments sains. Alors pour une vision à plus large échelle, est-ce que vous pourriez nous apporter un état des lieux finalement sur la faim dans le monde ? Écoutez, la faim dans le monde, il faut faire une différence entre la malnutrition et la sous-nutrition. La sous-nutrition, c'est vraiment ce que j'appellerais la faim, c'est-à-dire quand vous n'avez pas de quoi manger, ou du moins de quoi manger suffisamment. La malnutrition, c'est vous mangez plus ou moins, mais votre équilibre alimentaire n'est pas au rendez-vous, notamment vous avez un manque de protéines par exemple, etc. Et ce que j'appelle la malnutrition, c'est aussi plutôt la pauvreté alimentaire. Je vous signale d'ailleurs que on va retrouver assez souvent dans un pays du tiers-monde à la fois la sous-nutrition dans les zones rurales et la malnutrition dans les zones urbaines, avec le développement de recours à des alimentations de produits industriels qui sont souvent beaucoup moins bien équilibrées que les nourritures traditionnelles. Alors ceci étant, si je prends, je dirais, les grands chiffres, sur une population mondiale qui a dépassé les 7 milliards d'êtres humains, il y a, et là ce sont des chiffres de la FAO, il y a à peu près 1 milliard, un peu moins d'1 milliard d'êtres humains
qui souffrent de malnutrition, qui souffrent de pauvreté alimentaire. Et dans ce milliard, on estime qu'il y a 250 millions à peu près de gens qui souffrent, eux, de la faim, c'est-à-dire de sous-nutrition, sachant que sur ces 250 millions, on va trouver les causes principales, ce sont les guerres civiles, donc la folie des hommes quelque part, et puis aussi les catastrophes naturelles, les sécheresses, etc. Et on trouve souvent plus de gens dans les zones rurales souffrant de la faim que dans les zones urbaines. Voilà à peu près la situation mondiale, et puisque votre angle d'attaque, ce sont surtout les enfants, on estime qu'il y a à peu près 230 millions d'enfants qui souffrent de pauvreté alimentaire, sachant que dans leur cas, c'est bien entendu beaucoup plus grave, puisque c'est bien souvent la malnutrition avant 5 ans qui peut avoir des conséquences sur la croissance et donc sur l'ensemble de la vie. Merci. Alors vous nous avez présenté donc l'état actuel de la malnutrition et de la sous-nutrition. Est-ce que vous pouvez aussi nous présenter quelques solutions qui ont été apportées pour lutter contre ces problèmes ? Malheureusement, il n'y a pas tellement de solutions pour la folie des hommes. Oui. Là, de ce point de vue-là, je rappelle que les pays aujourd'hui les plus touchés, le pays le plus touché au moment où je parle, c'est probablement le Soudan, mais on pourrait rajouter le Yémen, on pourrait rajouter l'Afghanistan, l'ensemble donc de la Corne de l'Afrique. Il est clair que, si vous voulez, la folie des hommes, ça on n'y peut rien. Maintenant, ce qui est assez frappant, c'est de voir que moins la faim que la pauvreté alimentaire, vous la trouvez aussi dans des pays qui sont normalement un petit peu développés, voire beaucoup. C'est ainsi que sur mes 230 millions d'enfants qui sont touchés par ce phénomène, il y en a 180 millions, d'après donc les chiffres de la FAO, en Asie du Sud. Alors je compte l'Afghanistan, mais je compte aussi l'Inde. L'Inde est un pays où pourtant on a une politique agricole, où on a une politique alimentaire, mais où il y a des pauvres. Et la pauvreté, c'est vrai, elle commence au niveau des enfants. Et donc, malheureusement, même dans des pays qui ont atteint très largement leur autosuffisance agricole, l'Inde est un pays exportateur de produits agricoles. L'Inde exporte du blé, l'Inde exporte du sucre, elle importe d'autres produits, mais globalement, on peut estimer qu'à la différence de la Chine, l'Inde arrive théoriquement à nourrir ses habitants. Et pourtant, il y a de la pauvreté. Donc ça veut dire que c'est plus ce phénomène de pauvreté que le phénomène de disponibilité ou non de produits agricoles. Que faire ? L'Inde est un bon modèle. Parce que l'Inde, ils ont des programmes de nourriture qui sont, enfin, de prix garantis pour les consommateurs les plus pauvres, un petit peu d'ailleurs comme aux États-Unis. On ne le sait pas, mais aux États-Unis, où le phénomène de la faim et de la pauvreté alimentaire fut incontestable au moment de la crise de 29, le gouvernement américain avait mis en place un système de bons alimentaires, ce qu'ils appellent les food stamps, pour les familles les plus pauvres. Ce système des food stamps continue à exister. Donc, on peut toujours le faire. Il n'en restera pas moins que, je dirais, au plus bas de l'échelle, malheureusement, la pauvreté est un phénomène contre lequel il est très difficile de lutter. Et c'est vrai que les enfants en sont souvent les premières victimes.
Le droit à une alimentation saine et suffisante est un droit fondamental de chacun. Pour autant, ce droit est aujourd'hui largement bafoué, et cette violation elle est lourde de conséquences, notamment pour les jeunes enfants. En effet, la malnutrition a de graves conséquences physiques et psychologiques sur les individus. Chez les plus jeunes, elle entraîne d'importants retards de croissance et de développement, qui les privent de leur capacité d'apprentissage et compromettent leur avenir, perpétuant ainsi un cercle vicieux de pauvreté et de mauvaise santé. C'est pourquoi des politiques publiques globales et cohérentes en faveur de l'enfant sont essentielles pour garantir le droit des enfants à l'alimentation, à l'éducation et à la santé. Grâce à une éducation alimentaire et nutritionnelle à l'école, les élèves peuvent améliorer leur régime alimentaire, développer des habitudes alimentaires plus saines et les transmettre à leur famille et à leur communauté. Ils deviennent ainsi de véritables acteurs du changement dans leurs écosystèmes locaux. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Incluse et Inclus.